à notre dernière présentation de la session française et il me fait plaisir de vous présenter Jeff Kelly, dont la fière moustache d'ailleurs trahit ses origines gauloises. C'est en 2006 que Jeff est né virtuellement dans Second Life et 3 ans plus tard, en 2009, Jeff a créé son port d'attache, sa plateforme privée autonome. C'est sa Gaule virtuelle et c'est de là qu'il opère. C'est donc en mode hypergrid qu'il passe la majorité de son temps sur OpenSim. Jeff attache une grande importance à l'unicité et à la persistance de l'avatar et de son inventaire. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, une de ces raisons, qui l'amène à opérer à partir de sa plateforme autonome où son avatar et son inventaire des 15 dernières années sont à l'abri. Depuis 2009, Jeff a installé et administré bon nombre de grilles sur OpenSim. Depuis 2014, Jeff gère la plateforme technique de la grille Atlas Grid, qui jusqu'en 2022 était connue sous un autre nom. C'est donc 10 années de présence ininterrompue de la grille sur OpenSim, 10 ans au cours desquels se sont succédés plusieurs projets communautaires. Aujourd'hui, Atlas est tourné vers le partage des connaissances. Des cours y sont offerts sur une base hebdomadaire. Ils portent sur une grande variété de sujets allant de la programmation à la protection des données personnelles, en passant par la réalisation audiovisuelle. Le plus grand souhait de Jeff est qu'Atlas soit encore là dans 10 ans. D'ailleurs, on se le souhaite aussi grandement, considérant la contribution croissante d'Atlas à faciliter la collaboration au sein de la communauté francophone sur Hypergrid. Outre ses compétences d'installateur et de gestionnaire de grilles, Jeff est scripteur et c'est en fait son activité de prédilection. En ce moment, il s'investit particulièrement dans le développement de nouvelles fonctions OSSL afin d'augmenter la puissance du scripting. Au fil des ans, Jeff a su apporter sa contribution au développement d'OpenSimulator, au niveau de la documentation, au niveau des tests et de l'ajout de nouvelles fonctions OSSL. S'appuyant sur cette expérience, Jeff nous présente aujourd'hui comment contribuer au développement d'OpenSim. À toi, Jeff. Merci Davichi, bonsoir à tous. Je vais vous parler ce soir donc de la façon de participer au projet Open Simulator. Alors, je cherche l'écran. Est-ce qu'il faut que j'appuie là-dessus? L'écran, il était à droite. Allô, allô? Ah voilà, c'est parti. Bien, excusez pour ce petit retard. D'abord, pourquoi participerait-on au projet Open Simulator? Eh bien, la réponse, et là je vais vous donner mon avis personnel, c'est parce que le projet manque de contributeurs. Il n'y a que 5 développeurs officiels pour faire évoluer une base de code de 500 000 lignes et tous ces développeurs ne sont pas actifs. Mais les développeurs ne font pas tout. Beaucoup de tâches périphériques sont confiées aux volontaires, de simples utilisateurs comme vous et moi. Et c'est ce dont nous allons parler ce soir. Voici les 3 domaines dans lesquels vous pouvez contribuer par ordre croissant de technicité. La documentation, les tests, le codage. Toutes ces activités sont supportées par des moyens de communication au service du projet et nous allons commencer par là. La communication. La communication se fait en anglais. Nous n'avons pas les moyens, hélas, de nous offrir une équipe de traduction comme celle du HIE, que je salue au passage, et qui vous permet de me suivre dans votre langue natale. Balayons les canaux de communication à la disposition du projet. Ils sont au nombre de 3. Le web, le mail et IRC. Le web lui-même se divise en 3 sections. Le wiki pour la documentation, Mantis pour le suivi des bugs, ViewGit pour le suivi du code. En ce qui concerne le mail, nous disposons de 2 listes,
OpenSim-user pour les discussions d'utilisateurs, OpenSim-dev pour les discussions avec les développeurs, et IRC suit le même découpage avec les canaux OpenSim tout court, OpenSim-dev, auquel il convient d'ajouter OpenSim-fr pour les francophones. Voyons rapidement comment utiliser le mail sur la diapositive numéro 5 que vous n'allez pas tarder à voir apparaître à l'écran. Sur notre site web, cette page vous permet de vous abonner aux listes de mails. L'abonnement est obligatoire pour écrire sur les listes. Vous pouvez néanmoins consulter les listes sans vous abonner. Notre serveur web héberge l'intégralité des archives de ces listes depuis leur origine. Passons ensuite à IRC, diapositive numéro 6. J'entends des ricanements au fond. Quoi? IRC, ce vieux truc tout ringard. Oui, parfaitement. IRC, parce que c'est un canal qui élimine impitoyablement toute distraction pour se concentrer sur l'essentiel. Il n'y a pas d'abonnement préalable. Vous pouvez utiliser la passerelle web mentionnée sur cette diapositive ou bien le client IRC de votre choix. Quelques conseils si vous décidez de rejoindre IRC. Soyez patient et soyez concis. Ne présumez pas que les gens sont devant leur écran si leur nom apparaît dans la liste que vous voyez ici à droite. La plupart utilisent un proxy qui enregistre ce qui se dit sur le canal, mais ils ne sont pas devant leur écran. La réponse peut arriver 6 heures plus tard, si toutefois vous êtes encore là. IRC est une conférence ininterrompue avec des grands moments de silence et des pointes d'activité. Surtout des grands moments de silence. Notez dans la liste des participants la présence de robots. OS GitHub, OS Mantis, Seiya OpenSim. Ces robots vous informent de l'activité sur le code. C'est la voie express pour vous informer de l'avancement du projet en temps réel. Nous avons terminé avec IRC. Je passe. Je passe pas. Je passe. Voilà, à la diapositive suivante. On va en terminer avec la communication. Il faut quand même mentionner qu'il existe une réunion hebdomadaire InWorld. C'est une réunion de développement à laquelle les testeurs et les volontaires, donc comme vous et moi, sont aussi conviés. Elle se tient tous les mardis à 19 heures UTC ou si vous préférez 18 heures heure d'été sur la région Dev Outreach d'OS Grid. Et là encore, toutes les discussions sont archivées et sont lisibles sur notre site web comme vous pouvez le voir sur les diapositives à l'écran. J'ai fini avec les différents canaux de communication qui ne sont qu'un moyen de support. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Premier rôle que vous pouvez choisir, c'est la documentation. La documentation est, j'ose le dire, un capharnaüm de 17 ans d'empilement de strates archéologiques dans lequel il faut se frayer un chemin à la machette. Vous le ressentez certainement en tant qu'utilisateur et c'est à vous, en tant que futur rédacteur, qu'il convient de défricher les routes et d'en ouvrir de nouvelles. Pour contribuer à la documentation, le premier pas est de créer un compte sur le wiki en utilisant le formulaire présent à l'écran diapositive 9. Le wiki rencontre actuellement des lenteurs à cause de robots mal intentionnés. En fait, ce sont des robots qui nous spamment. Vous avez peut-être remarqué, si vous êtes un utilisateur de wiki, que celui-ci est indisponible souvent le week-end. N'hésitez pas à vous manifester si votre instruction tarde à prendre effet. On lui donnera un petit coup d'accélérateur. Une fois en possession de ce compte, vous allez pouvoir éditer les pages du wiki. Diapositive numéro 10, un lien Edit apparaît sur les pages. Vous pouvez commencer les modifications. Une fenêtre de saisie apparaît et c'est là que votre mission commence. Où placer cette information? Comment la relier au reste? Est-ce que ceci ne serait pas mieux là? Est-ce que je dois le déplacer ou créer une nouvelle page? Bienvenue dans votre travail de documentaliste. Mettez-vous dans la logique d'un visiteur qui cherche l'information. Votre objectif est de faire évoluer le wiki tout en respectant l'héritage du passé. Allez-y par petites touches. Réfrénez vos envies de tout casser pour faire mieux parce que je vous garantis que ça sera pire. Ayez en tête que d'autres volontaires travaillent en parallèle. Essayez d'harmoniser vos contributions avec les leurs. Discutez-en si nécessaire.
Au final, chacun s'apporte à pierre en suivant sa propre logique. Mais le miracle, c'est que l'édifice finit par tenir debout, même si, avouons-le, il est un peu bancal. Nous utilisons MediaWiki, un système riche en fonctionnalités dans lequel l'édition de texte ressemble à une torture médiévale. Ce qui est très bien si vous aimez les donjons. Même Wikipédia, la fameuse encyclopédie en ligne, n'a pas trouvé mieux. Je vais passer très rapidement sur les 2 diapositives suivantes qui concernent l'historique parce que ce n'est pas vraiment très intéressant. Chaque page est assortie d'un historique depuis sa création que vous pouvez consulter et voir comment elle a évolué et comment vous allez pouvoir placer vos propres modifications. On va en arriver à la diapositive 14, qui va apparaître à l'écran. Alors vous m'entendez en fait avec un délai, donc elle est déjà apparue à l'écran quand je parle, je crois. Bref. Et j'ai été trop vite, donc je recule. Pour ça, je bouge ma caméra parce qu'il y a un point important dans la diapositive 14, c'est la traduction. La traduction. Vous pouvez donc, si vous n'avez pas envie de rédiger de la documentation, mettre au service, du projet votre compétence multilingue. Pour le français, je veux saluer le travail considérable d'Acryline, je ne sais pas si elle est là, celui de Flyman, que je n'ai pas encore eu le plaisir de rencontrer, le regretté SSM 2017, il n'est pas mort, il est juste parti pour des activités plus lucratives, ainsi que Digifil, il n'est pas mort, il vit en Belgique, et tout en m'excusant auprès de ceux que j'ai pu oublier. La traduction court derrière le nouveau contenu anglophone qui lui-même court derrière le développement. Le wiki croît finalement de façon organique avec des lacunes et même des inexactitudes qui seront à corriger. C'est ainsi que fonctionne l'open source dans son anarchie créative. Nous en avons terminé avec la... Excusez-moi, j'ai un petit retard sur mon fichier. Nous en avons terminé avec la communication. Non, 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 nous en avons terminé avec la documentation. Nous en avons terminé avec la documentation. Parlons maintenant des tests, qui est aussi un chapitre important auquel les volontaires peuvent se consacrer. Si vous ne vous sentez pas l'âme d'un documentaliste, vous serez peut-être attiré par la chasse aux bugs. Un bug est pudiquement appelé issue en anglais, ce qui veut dire vaguement un problème, une anomalie ou simplement une contrariété. À ce stade, on constate qu'il y a un truc qui ne va pas. On ne sait pas encore si c'est un vrai bug logiciel, un problème du côté des viewers, donc qui ne nous concerne pas, ou une mauvaise mise en œuvre d'OpenSim. Deux préliminaires importants avant de parler de la chasse aux bugs. Préliminaire numéro 1, la reproductibilité. Si vous rapportez un bug en disant tu fais A, puis tu fais B et tu obtiens le résultat problématique C et ça marche à tous les coups, alors votre bug il est béni parce qu'il va pouvoir être reproduit par les autres texteurs et donc il va pouvoir être facilement ou moins facilement corrigé. Si votre bug ne veut pas être reproduit, il y a des chances de moisir dans les oubliettes du Mantis. Alors les oubliettes, c'est juste en dessous du donjon, rappelez-vous, pour l'éternité et même plus. Donc bug reproductible, des chances d'aboutir à une solution, bug non reproductible, moins de chances d'aboutir à une correction. Le deuxième préliminaire important, c'est qu'il faut toujours travailler sur la toute dernière version d'OpenSim. Alors, j'en suis à la diapositive 17 pour ceux qui suivent à l'écran. Si on constate un problème dans une version antérieure, il n'est pas garanti qu'il se produira dans la version actuelle. Peut-être qu'il n'apparaît pas, peut-être qu'il est déjà corrigé. Et même si ce problème est corrigé dans la version de développement, il ne sera pas appliqué sur les versions antérieures. Nous n'avons pas de machine à remonter le temps. Vous ne pourrez donc pas tester le correctif sur votre ancienne version. Alors ça, c'était deux préliminaires. On va passer maintenant au déroulement des tests. Voici votre outil principal qui s'appelle Mantis. Ici, sur cette diapositive numéro 18, est représenté le cycle de vie d'une issue.
ou d'un problème. Les différentes étapes sont nouveau, confirmé, patch inclus, résolu. Un problème est rapporté à l'aide d'un formulaire qui s'appelle Report Issue. Il est alors déclaré nouveau et prend une jolie couleur rose. Si d'autres testeurs peuvent le reproduire, il passe en mode confirmé, ce qui confirme sa nuisance. Il se colore alors en jaune. Il arrive qu'un volontaire, qui a aussi enfilé la casquette de développeur, propose une solution logicielle. On appelle ça un patch. Le problème passe alors en mode patch included et prend une jolie couleur vert vif. Le patch est revu par l'équipe de développement et éventuellement appliqué après un ou plusieurs allers-retours pour l'affiner. Mais ce n'est pas fini, il faut encore le tester. Les testeurs se remettent au travail, ils rapportent leurs observations et quand tout le monde est content, on décide de fermer le dossier et le problème passe en mode résolu avec une couleur vert pâle. On va regarder rapidement en 3 images comment se passent ces changements d'étape. Je cherche mon bouton, voilà. Ici, sur la diapositive numéro 19, vous voyez le formulaire Report Issue pour rapporter un problème. Il faut cocher des cases, choisir dans des menus et rédiger votre rapport. C'est comme aux impôts, mais c'est gratuit. Toujours rapidement, sur la diapositive suivante, on voit ici le menu qui permet de propulser le rapport d'anomalie d'une étape à une autre. Et vous voyez ici sur ce menu apparaissent, c'est la diapositive 20, il faut que je l'ai sous les yeux, je vais la lire, 13, 17, 18, 19, 20. Et c'est trop petit, c'est pas grave, vous le lisez avec comme moi. Les différentes étapes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais quand même faire l'effort d'aller voir sur l'écran, au risque de déranger ma caméra. Patch included, patch feedback, j'en ai pas parlé, acknowledge, confirme, resolved. Bien. J'en suis à la diapositive 20 et je passe à la diapositive 21 qui sera la dernière étape de d'un suivi de dossier Mantis. Je reviens sur mon bouton. Non, j'ai été trop loin. Je reviens en arrière. Je pense que c'est la bonne. Je vérifie sur l'écran. Oui. Ça, c'est une issue, un bug, un problème qui est résolu. Vous voyez qu'il a pris sa jolie couleur vert clair et qu'il est affiché resolved. En même temps, il y a une petite mention importante que je vais souligner en bas et qui est la clé du test. Ça vous dit, c'est résolu dans le commit 89.8a-B0 du 24 février 2024. On va voir ce que ça signifie, ne vous inquiétez pas. Je vous ai prévenu, la technicité va augmenter, on a déjà monté d'un cran et ça ne va pas s'arrêter. Alors, qu'est-ce que ce fameux commit? Alors, vous savez que OpenSim est produit en différentes versions, mais lorsque le projet se développe, il y a des sous-versions à l'intérieur des versions. Le code évolue par petits incréments qu'on appelle des commits. Les commits est identifié par une UID. C'est la version abrégée de cette UID que vous voyez dans la colonne de gauche sous la flèche rouge. C'est en quelque sorte une version dans la version. Aujourd'hui, la version de développement, c'est 0930. Tous les commits qui sont ajoutés sont toujours une version 0930, mais ce numéro de commit nous permet d'identifier l'état d'avancement. C'est en quelque sorte un jalon. Et lorsqu'un correctif est appliqué, on vous dit c'est fait dans tel commit. Maintenant, pour le tester, il vous faut un moyen de vous le procurer. Et c'est cela que nous allons voir dans les slides suivants. Alors, pour vous procurer cette toute dernière version de développement d'OpenSim dans laquelle vous espérez que le problème est corrigé, puisque c'est votre boulot de testeur, donc vous avez signé, c'est pour aller l'essayer. Il existe deux façons de se la procurer. La première que j'appellerai l'opération Twist. Elle consiste à se rendre à l'adresse indiquée sur cette page et à télécharger le dernier fichier zip produit automatiquement quelques dizaines de minutes après l'application du patch. C'est automatique. Ça, c'est l'option simplifiée.
Il y a une deuxième option que j'ai appelée l'option guerrier. Et vous voyez que là, on commence à monter encore en technicité parce qu'on fait de la ligne de commande. Cette option consiste à recopier une copie du code source sur votre ordinateur. Vous le synchronisez avec la version du serveur avec une instruction en ligne de commande qui vous permet de recevoir les dernières modifications. Vous le compilez avec les lignes qui sont là. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que si vous vous engagez dans cette voie, vous savez probablement déjà comment le faire. C'est pour vous signaler que, en fait, il y a plusieurs façons d'assister au test et que la technicité, si elle est utile, elle n'est pas forcément indispensable. Je passe maintenant à la diapositive numéro 25. Donc, vous avez choisi une des 2 méthodes, soit la méthode touristique ou la méthode du guerrier, pour vous procurer la toute dernière version d'OpenSim, la version toute fraîche à jour des dernières modifications. Vous pouvez voir sur cette image que les 2 options, pour autant qu'elles soient appliquées au même moment, vous donnent le même résultat. Ici, c'est le commit AB4B690. Donc, que vous ayez été le pêché par le web ou par votre terminal en ligne de commande, vous avez maintenant la dernière version d'Open Simulator que vous allez pouvoir installer sur votre ordinateur et tester. Ça n'est pas fini. Vous allez rapporter sur le Mantis le résultat de vos tests. Et si tout le monde est satisfait du résultat, donc le dossier sera fermé, le bug est corrigé. J'en ai fini avec le Mantis et je vais mentionner rapidement pour terminer avec la section des tests et du suivi du développement, qu'il existe sur le web, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement, une application qui s'appelle ViewGit et qui vous permet, sans avoir de terminal, de suivre individuellement tous ces petits ajouts, donc les commits un par un, qui sont faits par l'équipe de développement. Donc pour vous montrer qu'en fait, il y a plusieurs façons de travailler sur le test et que certaines demandent plus de technique et que certaines en demandent moins. Voilà ce qui termine le chapitre des tests et on va encore monter un cran dans l'échelle de la technicité en arrivant à ce qui est le cœur du projet, le code. Paradoxalement, ça va être la section la plus rapide de ma présentation parce qu'il y a assez peu d'aventuriers qui vont s'y risquer et cela, je n'ai vraiment pas besoin de leur apprendre la plongée en eau profonde. Ne nous cachons pas que ça demande une technicité élevée. Je cherche toujours ce bouton, voilà. Néanmoins, quand je parle de technicité élevée, avec une bonne connaissance, enfin une très bonne connaissance de la programmation, sans être ingénieur en physique nucléaire, c'est pas exclu de contribuer aux preuves. La preuve, je le fais et je suis pas du tout un crack en programmation. Vous allez agir localement par toutes petites touches pour modifier ou pour étendre un code que vous pensez pouvoir améliorer. Le choix des armes vous appartient, vous pouvez utiliser Visual Studio, mais si vous détestez Microsoft comme moi, un simple terminal peut faire l'affaire. Bien sûr, il est hors de propos de rentrer dans les détails de la programmation en C dièse dans le cadre de cette présentation. C'est très technique, je le mentionne parce que c'est pour vous dire que des volontaires qui ne font pas partie de l'équipe officielle de développeurs, et ils sont plus nombreux que vous le croyez, peuvent écrire du code. Alors, pas beaucoup, un petit peu. J'en suis à la diapositive 29, si j'en crois mon déroulé. Vous avez soumis un patch. Votre dossier Mantis est passé au joli vert printanier. Soyez patient, votre proposition sera discutée, elle sera critiquée, elle sera sans doute amendée. Il y aura des allers-retours pour vous dire que ça, il faudrait mieux le faire comme ça, et puis ça, non, finalement, je vais le refaire comme ça, c'est mieux. Ne vous vexez pas. Finalement, votre proposition a des chances d'être acceptée et de finir dans la base de code. Un point important à ce sujet, l'important c'est de participer. Une demande est d'autant mieux accueillie que vous avez fait un bout de chemin vers la solution.
Si vous êtes trompé, si votre solution n'est pas parfaite, c'est pas grave, au moins vous avez mouillé la chemise. Vous vous êtes impliqué dans le projet et c'est l'essentiel. Par contre, si vous adoptez une attitude de consommateur se basant sur je veux ci, je veux ça, vous avez des chances d'obtenir la réponse très classique dans le domaine de l'open source lorsqu'elle ne cadre pas précisément avec l'agenda du projet. Et cette réponse, c'est fais-le donc toi-même. En conclusion, en conclusion, documente, traduis, chasse les bugs, écris du code, mais fais-le toi-même. Chaque contribution compte, même la plus modeste. Depuis 2007, ce sont au total des dizaines de milliers de contributions qui ont apporté leur pierre et fait d'Open Simulator ce qu'il est aujourd'hui. J'espère vous en avoir donné l'envie. Cette causerie est terminée. Je tiens à remercier Tirza Ember et toute l'équipe du HIE. Vous n'en avez pas conscience, mais en ce moment même, ils transpirent derrière leur écran pour faire de cet événement une réussite. Mes camarades des grilles Atlas, SV3D, Francofolie pour leur soutien sans faille. Et bien sûr, nos développeurs, tous nos développeurs, passés, présents et à venir, sans lesquels rien de tout cela n'aurait été possible. Merci beaucoup. Alors, merci Jeff, merci beaucoup pour cette présentation très utile. Et ceci conclut la session francophone de HIE. Et j'espère que vous avez été à même d'apprécier la belle diversité des accents au sein de la francophonie. Nous vous convions maintenant à des performances musicales. Le stream va changer ici dans la région. Les performances musicales de Wollen Wobbit, suivies de Winanka, et tout ça se passe sur HIE 4, dans la région HIE 4. Je vous remercie beaucoup pour votre attention aujourd'hui. Ce fut un plaisir d'être parmi les gens qui célèbrent la communauté française et tous les autres participants au sein d'OpenSim. Bonne journée et ne manquez pas Willem et Winanka. Au revoir.